Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'une passion, un métier. Cette série documentaire consiste à découvrir ou à redécouvrir des métiers dont certains sont âgés de quelques siècles. Pour ce faire, notre journaliste Marie Urpo va en quelque sorte voyager dans le temps au fur et à mesure des épisodes en allant à la rencontre d'artisans gardiens d'un savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous allons à la découverte du métier de Loïc Zordan, maréchal ferrant. Bonjour Marie. Bonjour Clément. Merci d'être avec nous. Parle-nous un peu plus du métier de maréchal ferrant. Alors tout d'abord, le métier est apparu avec l'âge du fer, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, et son nom a évolué avec sa fonction. Avant, le métier était le même que palefrenier, et maintenant c'est un métier à part entière. Malgré son vieillage, il perdure. Actuellement, combien y a-t-il de maréchaux ferrants en France ? Aujourd'hui, nous comptons environ 1500 maréchaux ferrants répartis sur le territoire français. Merci pour ces informations, nous en reparlerons après l'épisode car nous reviendrons en plateau pour parler de ton aventure. A tout de suite. Bonjour, donc bienvenue aux écuries de Puvenel à Montauville. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Monsieur Zordan, maréchal ferrant. Bonjour Monsieur Zordan. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ah bah oui, très bien. Donc nous sommes ici pour apprendre comment le métier de maréchal ferrant se passe. Donc je vous suis. Eh ben suivez-moi, on va dans l'écurie. Alors je vais vous montrer déjà la première étape, donc, qui consiste à retirer le fer. Alors pour ça, il vous faut 3 outils. Alors, allez, pied ma fille. Okay. Alors déjà, dans un premier temps, je vais dériver les clous. Et là, je retire le fer avec une pince. Et donc, une première question me vient. À quoi cela sert-il de ferrer un cheval? Alors, pour les chevaux qui travaillent beaucoup, par exemple, quand ils vont faire un peu d'extérieur, ou sur les cailloux, sur le macadam, le fer, ça va leur protéger les pieds. Donc, parce que la corne, si elle n'a pas de fer sur le macadam, ça va s'user. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait comme chez nous avec les ongles. Si on les coupe trop court, ça va les faire boiter. Donc le fer, c'est dans un premier temps pour protéger donc, la corne. D'accord. Et combien de temps mettez-vous à ferrer un cheval? Alors pour ferrer un cheval, il nous faut environ 1 heure de moyenne. Après, pour les chevaux, pour une première ferrure, ça peut durer un peu plus longtemps. D'accord. Donc, voilà. Et existe-t-il plusieurs façons de ferrer un cheval autres que celle-ci? Bien sûr. Alors là, la méthode que je viens d'utiliser, ça s'appelle le ferrage à l'anglaise. Après, c'est la méthode la plus répandue maintenant. Après, il y avait aussi la méthode française qui se perd. Donc il y a la méthode française, il y a un porteur de pied et donc le maréchal qui travaille sur le pied. D'accord. Et à partir de quel âge pouvez-vous ferrer un cheval? Alors en moyenne, c'est 3 ans au moment du débourrage du cheval. Après, sur quelques cas particuliers, sur des défauts d'aplomb ou quoi, on peut ferrer un cheval à partir de 2 mois si nécessaire. Alors, je vais vous montrer pour la deuxième étape maintenant, donc, qui consiste au parage. Donc, parage, on rectifie le défaut d'aplomb du cheval.
Donc là, la première étape dans le parage, c'est donc le nettoyage de la sole. Et qu'est-ce que c'est l'aplomb du cheval? Alors, en fait, c'est un peu comme chez nous. Vous avez des chevaux qu'on dit panards. Alors, quand vous vous mettez en face du cheval, vous regardez son pied. Donc, les pieds sont comme ça, on est d'accord. Un cheval panard, le pied va dévier un peu comme ça. D'accord. Hein, il sera dévié comme ça. Et en fait, moi, dans mon parage, donc quand je coupe la corne, c'est de contrer ce défaut d'aplomb. Alors, je vais couper un peu plus de corne sur l'externe pour essayer au maximum de remettre le pied droit. D'accord. Donc c'est une étape importante. Le parage, c'est l'étape le plus importante dans la ferrure. D'accord. C'est là parce que du coup, si jamais on fait ça mal, si on fait plus partir le pied ou quoi, le cheval risque d'avoir des contraintes donc au niveau des articulations et à long terme faire boiter le cheval, quoi. Donc voilà, donc ça c'est. Donc j'ai nettoyé la sole. Donc on n'en enlève pas trop pour garder une certaine solidité quand même sur le pied. D'accord. Donc là je vais nettoyer la fourchette. Hop. Et donc la ferrure, est-ce qu'elle est désagréable au cheval ou non? Bah non, c'est pas désagréable. Moi, je pense que ce serait plutôt agréable pour eux parce que donc du coup, ça empêche qu'ils aient mal aux pieds. Et pourquoi ça ne leur fait pas mal lorsque vous ferrez le cheval? Est-ce que vous lui plantez des clous? Et ben, en fait, c'est tout simple. Il y a 3 parties dans le pied d'un cheval. Vous avez donc la corne. Là, je vais vous montrer en coupant. Donc là, je découpe la corne. Hop, voilà. Alors là, je rectifie l'aplomb. Hop. Est-ce que Kia a des problèmes d'aplomb Tous les chevaux en ont quasiment. D'accord. Donc il y a toujours un petit défaut d'aplomb, après plus ou moins marqué. Donc, alors pourquoi ça leur fait pas mal? Alors là, vous avez la corne. Ici, vous avez ce qu'on appelle... Et voilà, désolé. Vous avez ce qu'on appelle la ligne blanche et ici la sole. D'accord. Alors derrière tout ça, il y a le pied de chair. Donc c'est là, en fait, quand on met le fer, on broche dans ce qui s'appelle donc la ligne blanche. C'est la jonction entre le pied de chair et la corne. D'accord. Donc d'où l'importance aussi plus tard de bien ajuster les fers. Quand vous ferez un cheval, est-ce que sur certains chevaux, vous adaptez votre matériel en fonction de leurs pieds? Alors oui. Alors sur une jument comme ça, une petite jument, par exemple, au moment de déferrer, je vais essayer d'avoir une petite pince pour éviter de mettre trop de pression quand je fais... donc quand j'enlève avec la pince, ça fait un rôle de levier, quoi, pour éviter de trop appuyer sur la sole parce que ça peut être assez sensible. D'accord. Et donc là, nous sommes dans une écurie, le sol est plutôt plat, il y a de la lumière, rien de gênant. Est-ce que cela est-il déjà arrivé que vous ferriez dans des endroits qui n'étaient pas adaptés? Bah oui, ça m'est déjà arrivé d'aller ferrer dans un parc. Alors là, c'est vraiment pas terrible pour ferrer parce que du coup, pas de sol plat, de la terre, des fois de l'herbe, donc il y a plus de risques... Si le cheval bouge, sur l'herbe par exemple, il glisse, il tombe. Et puis bon, voilà, après, là par exemple, là c'est bien plat, je peux voir si mon défaut d'aplomb est bien corrigé, alors qu'au parc c'est déjà plus difficile, quoi. Et donc là, la dernière étape que vous avez fait, vous avez fait un espèce de petit trou, de petite entaille. Alors ça, c'est une encoche de pinson. Donc c'est pour incruster... D'accord. C'est pour incruster ça dans la corne, le pinson. D'accord. Bon alors là je vais vous présenter la 3e étape, donc qui consiste à l'ajustage du fer. D'accord. Donc dans un premier temps il faut donc chauffer le fer dans une forge pour
donc mettre le fer blanc pour pouvoir ajuster facilement, travailler l'acier facilement, quoi. D'accord. Donc, Alors, du coup, j'ai une question. Comment déterminez-vous la taille du fer qui est adapté au cheval? bah alors ça, c'est avec la pratique on voit ça, là, et on regarde bien le pied du cheval. Et après, on détermine donc la taille. Après, si on a une petite hésitation, on peut prendre deux tailles et puis essayer sur le pied, voir ce qui ira le mieux, quoi. Donc alors la forge portative marche au gaz. Au gaz, ouais. Il y a même ils font des forges électriques maintenant. D'accord. Plus écologique, bien sûr, mais avec un certain coût à l'achat. Forcément. Donc, Voilà. donc alors là, vous faites chauffer des fers en acier. Alors là, je fais chauffer des fers en acier. Alors une petite forge comme ça, on peut faire chauffer les fers jusqu'à un peu plus de 1000 degrés. D'accord. Donc la température idéale pour ajuster les fers. D'accord. Et donc, est-ce qu'il existe plusieurs matériaux pour les fers? Alors il y a plusieurs matériaux. Alors le matériau principal, bien sûr, c'est l'acier. On utilise très souvent, le plus souvent. Sinon, on peut avoir des fers en aluminium. D'accord. Et des fers plastiques. Donc je suppose qu'ils ne sont pas travaillés de la même façon. Non, c'est pas travaillé de la même façon. Par exemple, pour un fer en alu, il faut adapter la chauffe, sinon on risque de le faire fondre. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il existe une différence entre les fers pour les pattes antérieures et les pattes postérieures? Alors, une différence de forme, déjà, pour commencer, je vais vous montrer ça. Alors là, celui-là, vous avez un fer antérieur, donc bien rond. Un fer postérieur, donc bien ovalisé, avec deux pinçons. D'accord. Contre un sur les antérieurs. Il peut arriver qu'on ait des antérieurs aussi avec deux pinçons, mais la forme restera quand même ronde. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il existe pour les chevaux qui ont des problèmes de pied des fers orthopédiques? Alors il y a des fers orthopédiques. Alors là on a ce type de fer là, donc en aluminium. D'accord. Fermé pour des chevaux qui ont des problèmes dits naviculaires. Donc qu'est-ce que c'est? Alors naviculaire, alors c'est l'os qui a derrière le pied qui sert de poulie au tendon. D'accord. Fléchisseur, donc qui permet de plier. Donc ce petit os là peut être poreux et donc irriter le tendon. Et en fait donc le fait d'avoir un fer fermé, ça va maintenir le pied comme ça pour que le tendon ne vienne pas trop en pression sur ce petit os là. D'accord. Donc c'est pour protéger d'une manière plus sécurisée le pied du cheval et Voilà. D'accord. Donc là, mes fers sont assez chauds, donc on va commencer l'ajustage. Alors là en fait j'ai mémorisé la forme du pied du cheval et je vais le reproduire donc avec l'ajustage le plus précisément possible. Est-ce que le fer refroidit vite ou Ça refroidit assez vite, oui, c'est pour ça il faut assez vite vérifier. Bon après rien n'empêche de le rejeter dans la forme si jamais tu vois. D'accord. Donc, à vérifier si le fer est bien plat. A priori c'est bon. Je vais le réchauffer un petit peu. Pour ensuite aller le poser à chaud sur le pied du cheval. D'accord. Et donc le posage à chaud, il est encore brûlant, Alors le fer est encore très chaud, donc ça va permettre de bien rectifier mon parage s'il y a des petites bosses ou autre. D'accord. Donc ça va permettre de bien épouser toute la surface du fer. D'accord.
Et donc les fers, est-ce que vous les achetez ou est-ce que vous les forgez vous-même? Alors les fers, je les achète. Après, j'ai appris à les forger. D'accord. Après, c'est niveau coût, forger les fers, c'est moins intéressant que les acheter. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il existe des forgerons qui sont spécialisés là-dedans ou Pas vraiment. Maintenant, les forgerons, c'est surtout les forgerons d'art. Après, il y en a toujours qui forgent leur fer, mais pas sur 1500 maréchaux en France, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui le font. D'accord. Ils sont assez chauds. Ouais, là c'est assez chaud. Je revérifie un coup si c'est plat. Et maintenant, on va les poser. Hop. Là, on incruste le pinceau d'abord. Et donc grâce à cette étape, vous voyez si le fer a besoin d'être... Voilà, je pose, je touche un peu, voir comment je suis placé. Et en fait, le posage à chaud, après il va y avoir une empreinte sur le fer. D'accord. Donc de la corde. Et vous déterminera s'il faut que je retape sur le fer ou pas. D'accord. Donc ça va, elle est plutôt calme, hein, Kia. Alors là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les clous, je les broche dans la ligne blanche. Vous voyez, elle bouge pas une oreille quand je plante les clous. Donc oui, donc ça ne lui fait pas mal du tout en fait. C'est vraiment... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un faux mouvement ou de faire mal à un cheval? Parce que c'est quand même délicat. Oui, ça, dans une carrière de maréchal ferrant, ça arrive. Hein. Après, il faut se dire qu'on travaille sur des êtres vivants. Et que, bon, après, on arrive toujours à rectifier nos erreurs. Le principal, c'est de le voir, quoi. Et voilà. C'est pour ça que quand on tombe sur un cheval gentil, on est bien content. Parce que cette étape, je suppose que c'est peut-être une de celles que les chevaux apprécient le moins, étant donné qu'ils sont dans une posture aussi... Déjà, à la base, c'est pas une posture normale pour le cheval. Enfin, après, tout ce qu'on fait à un cheval n'est pas normal à la base pour lui. Oui. Après, c'est sûr que... Bon, là, du coup, on donne des petits coups de marteau. Il y a des chevaux un peu sensibles qui n'aiment pas trop. Mais bon. Là, le ferrage, c'est un peu comme une manucure pour chevaux. C'est un peu ça, oui. Et est-ce qu'il y a certains chevaux à qui vous n'arrivez pas à lever les pattes pour les mettre sur le trépied? Eh ben oui, ça arrive. Du coup, on doit s'adapter pour rester le plus proche possible du cheval, parce que c'est vrai que le problème avec le trépied, c'est qu'on va loin devant le cheval. Je lui emmène le pied quand même assez loin. Et il y en a qui n'aiment pas trop, alors des fois pour river, on se retrouve quelquefois dans des positions un peu spéciales. Voire, des fois, ça m'est arrivé de devoir faire la finition avec pied posé, quoi. D'accord. Tellement le cheval n'était pas souple et... Voilà. D'accord. Eh ben, merci et beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Kia. Très coopérative. Oui, c'est très gentil, jument. Et donc, nous allons aller
passer à l'interview pour en apprendre plus sur votre métier, sur l'histoire du métier, sur vous en particulier, sur votre formation et tout ce qui va avec votre passion. Donc voilà. D'accord. Nous revoilà donc avec Monsieur Zordan pour une petite interview après la démonstration. Alors Monsieur Zordan, comment et quand le métier de maréchal ferrant est apparu? Alors le métier maréchal ferrant est apparu à l'âge de fer, donc si je me souviens bien c'est 3000 avant Jésus-Christ. C'est là que tout a commencé pour la maréchalerie. Et est-ce que donc depuis que ce métier est apparu, y a-t-il eu une évolution par rapport au métier qu'est maréchal ferrant aujourd'hui? Eh ben oui, il y a eu une très forte évolution même. Parce que donc à l'époque les chevaux étaient ferrés surtout pour le travail et en fait au fur et à mesure du temps on les a transformés en quelque sorte en des athlètes, donc avec des ferrures donc différentes, parfois orthopédiques, donc que ce soit à l'époque les chevaux qui avaient des problèmes aux pieds ou quoi, en général on les gardait pas. Alors que maintenant, on peut les maintenir avec donc, des techniques de ferrure différentes, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le fer en alu ou tout des choses comme ça, quoi. Et donc, il me semble que quand l'âge du fer est apparu et tout ça, les bœufs étaient aussi utilisés pour le travail. Donc, est-ce que nous les ferrions à cette époque-là? Alors, si les fers à bœufs existaient à cette époque-ci, oui. Dans les champs... quand ils tractaient les charrues et tout ça. Et est-ce que maintenant nous les ferrons toujours du coup? Non, maintenant les bœufs ne sont plus ferrés, peut-être dans quelques endroits, mais... Oui, parce qu'on les utilise plus pour le travail. Non, maintenant les tracteurs ont remplacé. Alors, vous avez décidé de faire ce métier, mais pourquoi exactement? Une envie particulière? À la base, je suis un grand passionné par les animaux. Mon chemin professionnel a pris une autre tournure parce que j'ai commencé par électricien en bâtiment. Ah oui. Donc voilà. Après, c'est un choix. Je ne pouvais pas faire autre chose que. J'allais pas reprendre des études de vétérinaire ou j'allais pas faire du toilette pour les chiens. Et du coup, c'est un métier, j'ai toujours côtoyé les chevaux. Et du coup, un métier qui, quand j'ai commencé, je me suis dit qui pourrait éventuellement me convenir, quoi. D'accord. Et du coup, quelles études avez-vous suivies pour devenir maréchal ferrant? Alors les études, on a 3 ans d'apprentissage donc, dans un CFA. Donc en alternance, on va au CFA une semaine par mois. Et le restant du temps, on travaille donc chez un patron. C'est un métier qu'on apprend vraiment sur le tas, quoi. D'accord. Donc depuis, en fait, vous avez commencé à travailler pendant votre apprentissage. Et depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier à part entière? Alors là, moi, ça fait tout juste 1 an que je suis installé. Donc c'est vrai que le CAP de maréchal ferrant, c'est l'un des seuls métiers où à la clé du CAP, on peut s'installer directement, quel que soit l'âge. D'accord. Donc vous n'avez pas eu besoin de faire d'études, notamment dans le droit ou quelque chose comme ça pour monter votre entreprise? Non. Tout ce que j'avais à faire, c'est avoir mon CAP. D'accord. Voilà. Donc est-ce que depuis que vous avez votre entreprise, il a été difficile pour vous de vous faire une place dans ce métier ou est-ce que ça a été facile justement d'avoir une clientèle? Eh ben, à ma grande surprise, ça a été plutôt assez facile. Alors, il se trouve qu'en Lorraine, on est la 2e région en France après la Normandie à avoir le plus de chevaux. Donc, on a beaucoup de demandes pour ferrer les chevaux. Et du coup, j'ai eu une clientèle assez rapidement. Donc là, pour le moment, je peux encore prendre du monde, hein. Ça se fera au fur et à mesure. Mais je me laisse au moins 3 ou 4 ans pour avoir une clientèle complète. C'est pas mal
pour un métier comme ça. Et est-ce que quand vous aurez une clientèle plus grosse, vous pensez employer un maréchal ferrant avec vous en plus? Je pense être formateur plus tard, prendre un apprenti avec moi et lui apprendre tout ce que j'ai appris. D'accord. Et du coup, depuis que vous avez votre entreprise, entre guillemets, vous avez des avantages, des inconvénients forcément. Donc, quels sont les avantages de... Alors, le gros avantage de ce métier-là, c'est que, en fait, on gère notre emploi du temps comme on l'entend. Bon, bien sûr, il faut toujours être là pour les chevaux, quand il y a des urgences et tout ça. Mais s'il y a des jours où ça va pas trop, on peut décaler des rendez-vous et tout ça pour avoir moins de boulot ou voire même pouvoir se reposer. Après, le contact avec la clientèle, Maréchal Ferrand a un contact très particulier avec ses clients, vu qu'il les voit très régulièrement. Donc, en principe, tous les 6 ou 8 semaines. Après, les inconvénients, c'est que c'est un métier assez usant physiquement, au niveau du dos, des genoux. C'est vrai que après sur des chevaux par exemple où ça se passe pas bien, s'il a eu peur de quelque chose, ça se peut qu'il vous envoie par terre, quoi. Donc c'est des choses qui arrivent après. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Et c'est pour ça que ça peut être pas mal aussi de former des jeunes pour en fait se soulager un peu du travail quand on commence à avoir un certain âge, quoi. Oui, c'est fatigant comme métier, ça Voilà. use vite. Donc Maréchal Ferrand, donc les animaux, le contact avec les propriétaires et tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie de tous les jours de pratiquer ce métier? Pour moi, le plus important, c'est quand je me lève le matin, je suis content d'aller au boulot. Donc voilà, je veux dire, c'est agréable déjà de bouger toute la journée, d'être tout le temps dehors, d'avoir un contact avec des gens, avec des animaux. Voilà, on a vraiment un métier pour ça très, très bien, quoi. Oui, du coup, vous mêlez passion des animaux avec votre métier, votre savoir-faire. Voilà, c'est ça. D'accord. En fait, on a tout. On a le boulot et la passion en un, et ce qui rend les choses plus agréables tous les jours, quoi. C'est vrai que c'est plus facile. Et du coup, pensez-vous que ce métier, Maréchal Ferrand, qui est du coup très très ancien, va perdurer dans le temps? En tout cas, tant qu'il y aura des chevaux, on aura besoin de nous, ça c'est sûr. Après, voilà, le milieu du cheval est un milieu qui se développe pas mal de nos jours. On peut constater dans toute la Lorraine qu'il y a déjà une paire d'écuries nouvelles qui se sont montées. Donc c'est que au niveau là, tout va bien, quoi. Et du coup, donc vous m'avez dit que la Lorraine était la deuxième région à avoir le plus de chevaux. Donc vous est-il déjà arrivé de ferrer des chevaux d'une grande valeur, des chevaux de course ou Ça, oui, ça nous arrive fréquemment même, du coup, sur des chevaux de CSO. Pour la plupart, des chevaux qui coûtent assez cher. D'accord. Donc c'est vrai que des fois on a un peu de pression quand même, quoi. C'est une responsabilité. C'est une grosse responsabilité qu'on nous laisse. D'accord. Ah merci beaucoup, Monsieur Zordan. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et donc je vous souhaite bien du courage avec votre entreprise et votre clientèle qui, j'espère pour vous, va grossir. Merci beaucoup. Nous voilà de retour après cette rencontre exceptionnelle. Nous en avons appris beaucoup plus sur le métier de Monsieur Zordan. Marie, quel regard portes-tu sur cette expérience? Alors ça a été une expérience humaine très enrichissante. Monsieur Zordan a su être pédagogue avec moi comme avec les spectateurs. D'ailleurs, je tiens à remercier de l'accueil qui a été fait à l'équipe car c'était parfait. Est-ce que cette rencontre t'a ouvert les yeux sur une pratique, disons-le, un peu oubliée? Alors en réalité, malgré l'âge du métier, il est en constante évolution. Je pense que le métier est oublié par ceux qui ne s'y intéressent pas, car dans le domaine équestre, ce savoir-faire est bien trop important pour le laisser de côté. Donc pour répondre à ta question, Clément, en rencontrant Monsieur Zordan, je me suis rendu compte que tant qu'il y aura des personnes intéressées et passionnées par ce qu'elles font, le métier continuera d'être pratiqué et ne passera pas aux oubliettes. Merci beaucoup Marie pour ta sincérité. Merci beaucoup aux téléspectateurs d'avoir regardé l'épisode, mais l'aventure continue avec le prochain épisode où Marie partira à la rencontre d'artisans vitraillistes. Bonne journée et à bientôt.